Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Vous le dites régulièrement, beaucoup d'entre vous souhaitent exercer un métier qui donne du sens, avec des valeurs humaines. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui du métier d'aide à domicile. L'aide à domicile est chargée d'accompagner les personnes âgées ou en situation de maladie ou de handicap sur le plan physique et moral à leur domicile. L'objectif est de leur permettre de rester chez eux grâce à une assistance au quotidien, aussi bien physique que morale. Les formations dans le secteur de l'aide à domicile ont une durée moyenne de 8 à 11 mois avec des périodes de stage obligatoires. Il existe plusieurs diplômes ou titres reconnus par le ministère de l'Emploi pour accéder au métier. Assistant de vie aux familles, accompagnant éducatif et social, agent médico-social, assistant de vie dépendance ou gérontologie. Ces formations sont ouvertes à tous sur critères de motivation, sans condition d'âge ou de diplôme, que vous ayez déjà travaillé ou non dans le domaine. Un secteur en pleine expansion, car la région Grand Est estime que d'ici 20 ans, un tiers de sa population sera composée de personnes âgées. On comprend donc mieux pourquoi la quasi-totalité des étudiants apprenants qui suivent la formation trouvent un CDI avant même la fin de leur formation. Vous êtes dynamique, autonome, vous aimez le contact humain, vous cherchez un métier qui bouge où on ne s'ennuie pas, pensez au métier d'aide à domicile et formez-vous à un métier qui recrute. Pour les demandeurs d'emploi, la formation est intégralement financée par la région Grand Est. En suivant une formation financée par la région, vous devenez stagiaire de la formation professionnelle. Les avantages, aucun frais pédagogique n'est à votre charge, vous pouvez percevoir une rémunération mensuelle et vous pouvez bénéficier d'aides financières au transport, à l'hébergement ou encore pour la garde de vos enfants. Vous découvrirez bientôt ici le témoignage de Monique qui s'est reconvertie pour devenir aide à domicile grâce à la région Grand Est. En attendant, renseignez-vous dès maintenant sur la formation et les financements par la région sur www.formationsansS.grandest.fr. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Léona Rose. Après avoir travaillé dans l'immobilier, Léona Rose est devenue artiste peintre. Elle est connue dans le monde entier pour ses fresques murales survitaminées. Elle est suivie par une communauté de plus de 275 000 abonnés sur Instagram sous le pseudo Léona Rose. Poussée par ses parents et par la pression sociale, Léona Rose se dirige vers une école de commerce. Elle débute sa carrière dans l'immobilier où elle s'occupe de location commerciale. Léona Rose sort beaucoup avec ses amis pour oublier le manque de sens dans son travail. Ce sont des crises d'angoisse et son anxiété persistante qui l'avertissent qu'elle doit changer de voie. Léona Rose s'inscrit à des cours du soir aux Beaux-Arts de Paris et plaque tout pour partir en voyage à Bali. À Bali, elle réalise une fresque avec les enfants d'un orphelinat. Aujourd'hui, Léona Rose est artiste peintre à temps plein depuis 8 ans. Elle partage son activité entre des fresques murales pour des hôtels de luxe et des orphelinats du monde entier. Sa ligne de décoration intérieure Gourou del Sol et des collaborations avec des marques. Alors avec Léona Rose, on a évoqué son anxiété et le manque de sens de sa première vie, son rapport à l'argent, ses fresques aux couleurs flamboyantes et aux ambiances tropicales, comment elle a réussi à vivre de son art et ses futurs projets. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Léona Rose. Bonjour Léona Rose, bienvenue dans Oser la reconversion. Salut Claire Vie, enchantée. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, moi c'est Léona, j'ai 36 ans, je suis artiste peintre, globe-trotteur, je peins des toiles, je fais des collaborations avec des marques, voilà, je m'exprime sur plein de supports, j'écris aussi et je suis assez engagée, voilà, je peins aussi dans des orphelinats, dans des ONG et j'adore le yoga, je donne des cours de yoga et je fais un peu de dessin intuitif aussi, voilà.
Alors, on peut te suivre sur Instagram sous le pseudo Léona Rose. Donc, tu es vraiment très suivie sur Instagram parce que tu as une communauté de plus de 270 000 abonnés. Donc, tu postes beaucoup pour les auditeurs qui voudraient suivre un peu puis voir tes créations. Et alors, ça fait combien de temps que tu t'es reconvertie? Waouh, en vrai, je compte pas, mais je dirais, ça fait 7-8 ans à peu près. 7-8 ans. Et alors, avant, tu étais dans un domaine beaucoup plus classique et sérieux. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu, voilà, par quelles études tu as commencé et puis ton premier métier? J'ai commencé en faisant une école de commerce, un IUT technique de commercialisation. Parce que en fait, rentrer dans une école de commerce par une prépa, ça paraissait douloureux. Donc j'ai préféré l'IUT et ensuite j'ai fait un master en école de commerce. Voilà. Et alors, comment tu avais choisi l'école de commerce plutôt que les beaux-arts? C'est tes parents qui t'avaient poussé? Mes parents m'ont toujours dit fais ce que tu veux, mais t'es très dépensière, t'es très ci, t'es très ça, donc une petite liste de limites avec un peu saupoudrée d'anxiété. Donc il faudrait mieux pour toi que tu te diriges vers une carrière où tu vas gagner de l'argent, ce qui veut absolument rien dire au final, parce que je pense que quand on a la bonne place, tout s'aligne. Et donc je me suis dirigée vers une carrière plus classique et dans l'immobilier, un schéma vraiment entrepreneurial. Alors, qu'est-ce que tu faisais dans l'immobilier? Dans l'immobilier, au départ, moi j'ai commencé, j'étais dans une foncière immobilière, donc je m'occupais de tout ce qui était vente et location de locaux commerciaux à Paris, dans tout ce qui était centre parisien. Donc tout ce qui était locaux très luxueux, voilà, des plateaux de bureaux. Je suivais aussi les travaux, entre guillemets. Je signais des gros deals avec des clients. En gros, c'était des contrats de plusieurs dizaines de pages avec plein de clauses, voilà, plein de données financières, de données travaux, un tas de trucs. Et comment tu t'étais retrouvée dans l'immobilier? Parce que voilà, quand on fait une école de commerce, on se retrouve pas forcément dans ce type de secteur. Donc, comment tu avais eu un peu cette envie? Je copiais un peu ce qui se faisait dans ma famille, c'est-à-dire que mon père construisait des petites maisons pour les mettre en location. Il a toujours eu un peu cette fibre-là. J'avais un cousin qui a un cabinet de gestion de patrimoine qui m'avait pris en stage et je me disais que ça avait l'air d'être quelque chose de viable. Alors, tu as fait ça jusqu'à environ 28 ans, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et alors, comment ça s'est passé? Donc, dès le début, tu as su que c'était pas pour toi, mais tu as essayé? Comment tu as eu un petit peu comment s'est passé le déroulé? Pas vraiment, non. En fait, tu sors de l'école, déjà, tu as un petit peu une déconvenue parce qu'on te dit que quand tu vas sortir d'une école de commerce, tu vas être manager, tu vas gagner 3 000 € par mois, que tu es Ouais. absolument incroyable et que tout le monde t'attend. Donc c'est cool de croire ça, sauf qu'en fait, tu arrives sur le marché du travail et en fait, tu te rends compte que tu pas d'expérience pour ça. En fait, tu es formé à tout, mais un peu à rien aussi finalement. Et que du coup, il y a déjà des gens qui sont en place dans l'entreprise dans laquelle que tu intègres et que évidemment, tu n'arrives pas à un poste managérial d'entrée, surtout quand tu n'as pas d'expérience. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on te dit. Donc, ça a été un peu une petite déconvenue. Bah, j'avais pas vraiment d'attente. Après ça, pour moi, c'était vraiment la plus grosse déconvenue, c'était ça. Ça collait pas du tout à ce qu'on m'avait vendu. Oui, parce que toi, finalement, tu faisais ça plus pour l'argent et tu t'es rendu compte que finalement, l'argent était pas là, quoi. Bah, pas forcément pour l'argent, mais on m'avait promis quelque chose qui serait super intéressant, avec des perspectives incroyables. Or, quand tu arrives sur le marché du travail, c'est pas du tout ça. On te demande vraiment de faire tes preuves. Tu te rends compte que le monde a tourné sans toi et que tu viens un petit peu te rajouter à tout ça. C'est limite un peu vexant. C'est pas du tout le discours scolaire qu'on te tient à l'école, en fait. Donc, la plus grosse déconvenue pour moi, c'était ça. Et après, une fois ça passé, je me suis dit, il faut pas que je vois que les mauvais côtés. Donc j'ai essayé bah, j'étais bien entourée au travail. J'avais une super équipe. Je m'entendais super bien avec les gens avec qui je bossais. Donc il y avait aussi l'humain. Donc finalement, je me disais, bon, dans la vie, il y a des plus, des moins. Ça peut pas toujours être rose. Un peu toujours ce truc de faut se punir pour s'en sortir. Donc j'étais un peu là-dedans. Un peu, c'est ça la réalité finalement du monde adulte et il faut que je grandisse. C'est ça, il faut que je grandisse, du coup, il faut que je me fasse un peu mal. C'est peut-être la suite logique, il faut que je m'impose des choses, il faut travailler dur pour gagner beaucoup. Donc j'étais un peu dans ce mood-là, finalement. J'étais là, bon, bah, tu vois, c'est ça la vie. Ouais. Ouais, puis après, tu décompressais aux afterwork avec tes collègues.
Ouais, ouais, je décompressais pas mal. Euh, Pas que les after-work, les nuits entières, je dormais pas beaucoup et je m'amusais beaucoup finalement. Mais ça m'empêchait aussi de me questionner sur ma vie, sur ce que j'avais envie de faire. J'étais un peu en roue libre tous les soirs parce que pour compenser un peu ces journées qui me rendaient pas forcément heureuse, mais ça j'en avais pas conscience parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire, puisque c'est ce que le monde du travail me disait et me dictait quoi en tout cas. Oui, et puis c'est ce que tout le monde fait, enfin beaucoup de personnes font. Alors comment t'as commencé à te poser des questions? J'ai commencé à me poser des questions. Bah, je me disais tant qu'à être à Paris, autant m'intéresser un peu à d'autres choses. Donc j'ai commencé à faire des cours de yoga. C'était il y a 10 ans, donc c'était pas du tout développé comme aujourd'hui. Euh, j'ai commencé à faire des cours du soir aux Beaux-Arts aussi, que j'ai fait pendant 6 mois, un petit peu. Puis après, j'ai arrêté. Bah, j'étais dans l'immobilier, pas du tout dans l'art, donc c'était juste un hobby. Mais ça m'a donné un peu de structure, donc c'était sympa. Et en fait, à un moment aussi, tous les gens avec qui je travaillais sont partis les uns après les autres, pour plein de raisons différentes. Et l'humain n'étant plus là, je me suis dit, mais en fait, l'équilibre marche plus. Qu'est-ce que je fous là? Financièrement, je dépensais tout ce que je gagnais parce qu'en fait, je m'ennuyais, j'avais pas forcément de but. Tous les soirs, j'étais dehors en train de dilapider tout ça parce que j'avais pas je me trouvais aucune contenance et en fait, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse aussi. C'est un peu un curseur pour moi. Je deviens très anxieuse et j'ai jamais voulu forcément prendre d'anxiolytiques, des choses comme ça, parce que c'est ce qu'on te prescrit souvent quand j'en parle un peu autour de moi. Quand tu te sens pas bien dans une situation, au lieu de la régler, c'est comme quand tu vas prendre des verres le soir avec tes potes, tu viens recouvrir ça pour t'anesthésier un petit peu et le lendemain, tu penses que ça va aller mieux jusqu'au jour où tu as une plus grosse contrainte qui fait que tu te concentres sur celle-là et plus sur l'autre en fait. Donc j'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup de gens, c'est un peu ça. Après, c'est plus la contrainte du travail, c'est ils font des enfants, donc finalement, ils se questionnent plus vraiment sur leur reconversion professionnelle puisqu'ils ont un autre sujet à régler, c'est les gosses. Donc voilà, donc moi j'en étais pas là et je faisais des crises d'angoisse. Et je me suis dit, il est hors de question que je prenne des anxiolytiques comme on me préconise. Je vais plutôt essayer de voir pourquoi en fait c'est que la situation ne me convient pas et comment est-ce que je peux interrompre tout ça pour passer à autre chose. Et je sentais vraiment qu'il fallait que je bouge. Je savais pas encore comment, mais du coup ça s'est mis en place. J'ai négocié une rupture conventionnelle et voilà, je sentais en tout cas que mon corps me parlait, que c'était mort, je pouvais pas rester là quoi. Et donc du coup, à ce moment-là, tu te dis: «OK, je dois quitter» et t'as aucune piste en fait, tu sais pas du tout ce que tu vas faire? Bah si, en fait j'adorais dessiner puisque j'avais commencé à dessiner après mon petit trip aux Beaux-Arts pendant 6 mois. J'avais commencé à faire des dessins un petit peu le week-end, le soir, mais du coup, manque de temps aussi quand c'est pas ton activité, c'est assez compliqué de se libérer du temps. Quand tu as ton temps pour toi, ton temps social, toutes tes, un Mmh. petit peu tes petites contraintes, genre logistique, faire nettoyer ton appartement, faire tes courses, tes deux, trois petits rendez-vous médicaux ou administratifs, finalement, c'est compliqué de se libérer du temps quand tu travailles 35-40 heures, voire plus par semaine. Et donc, mais j'avais quand même réussi à me libérer ce temps parce que ça m'apaisait beaucoup. Donc, je dessinais le soir, le week-end, donc je sortais moins. J'avais fait la concession sur moins voir les potes. Et finalement, j'avais déjà une petite base de dessin et j'avais un peu mon idée. Je m'étais dit, le plan pour moi, c'est plan A, je me lance comme artiste, je continue à faire mon petit book, mon portfolio. Ou mon plan B, c'était je pars à l'étranger, nourri logé dans un orphelinat, une ONG, et je fais un volontariat et je me lance avec une asso vraiment pour trouver du sens à ce que je faisais. Et comment alors pour les auditeurs peut-être qui seraient dans la même situation, que toi, comment déjà tu as réussi à te libérer du temps et à te dire: «Je m'inscris aux Beaux-Arts»? Parce que déjà c'était un premier pas en fait vers une nouvelle vie. Comment tu t'es dit: «Je sors un peu de ma routine et je m'impose ça»? Ah, c'était pas imposé, c'était la curiosité. Ouais, mais comment tu as réussi à te dire, «Bon, bah, maintenant je vais changer les choses et puis je vais sortir de ma routine et je vais, justement, faire ça», parce que déjà c'est, un peu un premier pas vers une nouvelle vie de s'inscrire à des cours comme ça le soir? Je me suis toujours beaucoup remise en question, j'ai beaucoup questionné ma vie, le sens de ma vie, je me suis toujours demandé pourquoi je me trouvais là. J'ai toujours été un peu sensible et un peu à part, ou on peut dire bizarre, mais en fait, il n'y a pas de normalité, donc j'adore le mot bizarre. Euh, et c'était dans ce questionnement, je me disais comment est-ce que je peux sortir de ma zone de confort, parce que j'étais toujours un peu sujette à de l'anxiété ou à des crises d'angoisse. Et le fait de repousser cette zone de confort, de découvrir de nouvelles choses, ça m'aidait
à gérer ses émotions parce que j'avais envie aussi d'élargir mes horizons, de connaître plus de choses, autres que mon monde professionnel, mon monde d'école de commerce, où tout le monde est un peu matrixé finalement, et de sortir de mon univers de groupe de potes de fête. Donc du coup, c'est des groupes de gens qui sortent ensemble, toujours un peu dans les mêmes endroits, et je déteste les étiquettes. Et quand je me suis rendu compte que j'avais une étiquette due aux endroits que je fréquentais malgré moi, ou aux gens que je fréquentais, en fait, j'avais envie d'une mixité autour de moi. C'est comme ça que j'ai décidé de m'inscrire un peu à des activités, parce que j'avais envie de rencontrer des gens différents et de faire d'autres choses, notamment créatives, des choses qui m'interpellent, des choses un peu plus spirituelles, pour que je puisse au-delà de l'amusement, avoir d'autres choses aussi, en fait. Mais ça, en tout cas, c'est un super conseil parce que l'environnement, ça conditionne beaucoup de choses et le fait justement de changer un petit peu son environnement, ça permet de se créer une nouvelle vie. Donc alors là, tu dis qu'à ce moment-là, tu t'es dit, donc soit je vais dans un orphelinat. Comment tu as choisi un peu entre les deux pistes et puis comment ça s'est passé? Après, moi, je me laisse un peu porter, même beaucoup. Je me dis qu'il n'y a pas de moment parfait pour se lancer. C'est juste que quand l'envie est là, je me lance. Et si j'avais commencé à faire des business plans, des trucs hyper carrés, je me serais peut-être jamais lancée parce que j'étais au pied de la montagne. Et j'aime bien me dire, je commence et puis on verra bien ce qui se passe. On verra bien qui je rencontre sur mon chemin, parce que je compte aussi beaucoup sur ça. C'est-à-dire, pour moi, l'humain est vraiment super important, et c'est les rencontres qui vont me nourrir et qui vont faire que j'ai envie de continuer. C'est ça qui va me donner aussi la motivation. Donc, j'étais juste là, l'humain, dans le taf que je fais actuellement dans l'immobilier, c'est terminé puisque mon équipe est partie, et j'avais été délocalisée dans une agence où j'étais seule, avec une hôtesse d'accueil en bas. Donc, vraiment, on était limite que deux, trois dans l'agence maximum. Il n'y avait plus d'équipe. Donc l'humain, voilà. Moi, je faisais des crises d'angoisse, donc c'était, voilà, tout était aligné pour que je m'en aille. Et donc j'ai commencé à négocier une rupture conventionnelle, parce que quand tu démissionnes, t'as pas de chômage, donc c'est important d'avoir de quoi se lancer, pour pas se mettre complètement en risque. Et parce que moi, quand je suis trop anxieuse, j'arrive pas à créer. Donc j'avais quand même besoin d'un cadre un minimum favorable, au moins pour payer mon loyer et un petit peu mes courses. Et après, j'ai claqué mon seul tout compte pour partir à Bali, où j'ai passé quelques jours à peindre dans un orphelinat avant de voyager un peu dans le pays. Et là, je me suis rendu compte qu'une autre réalité était possible, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de payer 800 euros un loyer par mois, des restos ou des verres pour des centaines d'euros à chaque fois, comme on fait à Paris. En fait, il y a une autre réalité qui est possible, donc ça m'a rassurée aussi. Après, je dis pas que c'était malin, parce que j'avais pas d'argent de côté. C'était ma grand-mère qui payait mes impôts chaque année, parce que j'étais en catastrophe, parce que j'avais oublié de mettre de l'argent de côté. J'en avais pas, mais c'est parce que j'étais pas non plus ancrée dans ce que je faisais. Je trouvais pas mon équilibre. Donc l'équilibre ne se faisait pas, parce que je jouais un jeu qui était pas bon, qui était pas le bon pour moi. Donc moi, je vois les choses comme un jeu un peu aussi. Donc voilà, je suis partie à Bali comme ça, et je me suis dit, de toute façon, on verra quand je rentre, on verra bien. Au pire, je trouverai un petit boulot, je mettrai de l'argent de côté pour payer un billet d'avion pour partir faire un volontariat quelque part, et puis ça se passera bien. Et alors, comment ça s'est passé à Bali? Parce que, alors moi, je suis jamais allée, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires de Bali, comme quoi c'est hyper spirituel et ça amène vraiment à justement à se faire des découvertes sur soi, à se poser des questions. Comment tu t'es sentie là-bas et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu as fait un petit peu peut-être tu sais, des rituels un peu spirituels là-bas? Non, pas vraiment. Non, 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 je suis juste allée pour me balader un peu. J'avais contacté des associations par mail, en fait, que j'avais trouvé comme ça sur internet spontanément. Il y en a une qui m'avait répondu, et moi, mon but, c'était vraiment avec le cœur de faire quelque chose avec les enfants, de faire ensemble une fresque participative. Pour moi, c'était un peu une première, mais j'étais sûre que ça allait bien se passer, parce que je visualisais tellement ce qui allait se passer, que ça serait chouette, c'était sûr. Et ça l'a été. Donc j'ai passé quelques jours avec eux. Et après, je me suis promenée un peu dans le pays, dans l'île, quoi. Et c'était chouette. J'ai vu une autre réalité. Ça m'a beaucoup inspirée. J'ai voyagé seule aussi pour une des premières fois. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me retrouver un peu face à moi-même.
dans un complètement sorti de ma zone de confort sur mon nouveau chemin et j'ai adoré ça. Donc je suis rentrée pleine d'inspiration, rassurée aussi de voir qu'il y a d'autres choses qui sont possibles et ça m'a encore plus remotivée pour lorsque je suis rentrée à Paris. Alors, t'es resté combien de temps là-bas? Je suis restée 15 jours. Et comment t'as vu cette idée d'aller dans un orphelinat parce que voilà, c'est pas forcément courant et puis c'est quand même assez courageux. Ça se sort beaucoup de ta zone de confort. Comment t'avais eu cette envie? Je l'explique pas, ça a toujours été là et j'ai toujours eu envie de faire des choses avec des enfants. Il y a quelques années auparavant, j'avais fait un petit jeu où on écrit, où on se voit dans 5 ans ou 10 ans. Et moi, j'avais dit que je me voyais dans un orphelinat en Afrique avec plein d'enfants autour de moi en train de peindre, de jouer. Et voilà, c'était assez vague, mais finalement, j'ai toujours eu ça. Je l'explique pas, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours parlé. Et alors, est-ce que tu viens d'une famille d'artistes? Il y a des artistes dans ta famille ou pas du tout? Non, pas du tout. Ma maman dessine aussi, mais elle a pas vraiment fait ça. Non, non. Du coup, non, non, je suis la seule. Ouais, alors tu es complètement autodidacte. Ouais. Et alors c'est marrant parce que voilà, tu parles des enfants et c'est vrai que dans ton art, donc voilà, c'est des couleurs très flamboyantes, une ambiance tropicale. Et il y a un petit côté un peu naïf, justement, un peu, voilà, qu'on on retrouve un petit peu la connexion peut-être avec le monde des enfants. Donc c'est super, moi j'aime beaucoup. Et alors, quand tu es rentrée, donc par quoi tu commences? Par quoi je commence? Bah, je devais déjà mettre un réveil le matin parce que je me levais assez tard. Ouais. Je me levais facilement vers 10h, 11h et c'est vrai que en termes de mood pour la journée, même si je suis quand même autonome, etc., tu loupes pas mal de trucs quand tu dors le matin. Je m'étais jamais blâmée pour ça et j'ai pas envie de le faire. Je vis vraiment à mon rythme, mais disons que ouais, du coup voilà, j'ai mis un réveil alors que spontanément c'est pas forcément à ce temps-là que je me serais levée, de manière à être active, pouvoir faire du sport, commencer mes journées par du sport, du yoga, voilà une hygiène de vie saine. J'essaie de me recréer un cadre que du coup le monde professionnel ne m'imposait plus. Voilà, et après je démarchais beaucoup, j'envoyais des mails, je faisais des listes de personnes que j'avais envie de contacter, de marques avec lesquelles j'aurais voulu collaborer, des lieux dans lesquels j'aurais aimé peindre. Déjà, je me suis demandé qu'est-ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu veux faire des illustrations? Est-ce que tu veux faire des fresques? Comment est-ce que tu te vois décliner ton art? Et ensuite, bah, j'ai fait une liste de personnes, des galeries ou autres avec lesquelles je voulais collaborer. Et j'ai envoyé des petits mails de présentation avec quelques photos de mes dessins. Et voilà, et je les ai harcelés jusqu'à ce que j'ai quelques rendez-vous et des propositions de projets. Et alors ça, franchement, je trouve que c'est assez impressionnant parce que ce que j'ai remarqué avec les artistes, c'est que souvent, ils ont du mal à communiquer sur leur art. Ouais. Il y a un côté très relation personnelle un petit peu avec son art et c'est difficile de parler de son art. Et du coup, c'est difficile aussi de contacter des personnes et de communiquer dessus. Comment tu as fait, toi, peut-être pour dépasser ça? Une école de commerce. Ça a vraiment servi à ça. Non, ouais, bah oui, oui. En fait, ça t'apprend des process, des manières de t'exprimer. Comment dire, être autonome, de tout ce qui est un peu gestion de projet, avoir du recul sur les différentes étapes d'un projet, avoir une vision d'ensemble. C'est des choses que ça m'a appris en revanche. Le travail d'équipe, ouais. Ouais, et peut-être aussi un peu de déconnecter ta personne, peut-être de ton art un petit peu, de le côté, voilà, pas forcément prendre mal un refus ou tu vois ce que je veux dire? Un peu plus psychologique, de se dire: «Bon voilà, je suis pas mon art», Après ça, c'est plus un rapport à l'ego, je dirais. Ça, ils t'apprennent. Non, au contraire, l'ego en école de commerce, c'est tout l'inverse. Mais non, 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 ça, c'est plus de l'ego et un travail sur soi, de pas prendre les choses personnellement. Mais ça peut être personnellement comme professionnellement. Et alors, comment tu organises ton activité, aujourd'hui? Parce que tu fais beaucoup de choses. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous présenter, toutes tes activités? Alors, j'ai une partie collaboration avec des marques, c'est-à-dire qu'elles me contactent pour, par exemple, pour une identité visuelle comme Club Med, comme Pokawa. Donc, c'est-à-dire que je vais créer tout l'univers de la marque qui va aussi se décliner dans des lieux, sur les supports marketing, les supports de communication, les campagnes publicitaires, etc. Voilà, donc c'est création d'un univers avec des personnages, un code couleur,
tout un mood, un alphabet, bon bref, toutes ces choses-là, et des activations aussi événementielles lors de différents temps, où je peux faire des live paintings, plein de choses différentes. Il y a aussi vraiment l'aspect un peu spirituel, émotionnel, parce que je suis très spontanée dans ma manière d'être et dans mon art. Du coup, je développe de plus en plus donc tout ce qui est yoga, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à lâcher prise et à arriver à me poser devant une feuille blanche et arriver à voir ce que j'avais envie de donner, de montrer. Et c'est pas en fait, tu sors du tourbillon de la vie, du métro, tu prends une feuille blanche et tu peux pas en fait, c'est impossible de. T'as trop d'influence, trop d'énergie tout autour de toi, et j'avais vraiment besoin de me nettoyer de tout ça, de mettre ça un peu à distance pour arriver à créer quelque chose qui me ressemble. Et ça, donc, c'est le yoga qui m'a vraiment beaucoup aidé à me canaliser en termes de concentration, de calme, d'anxiété aussi beaucoup. Donc pour moi, je lis vraiment les deux parce que j'ai vraiment un peu commencé les deux en même temps. Et comme par exemple quand je fais des choses dans des ONG, dans des orphelinats, donc dès que je voyage, j'essaye de commencer. Généralement, j'arrive dans la capitale et je trouve une asso et je vais faire une fresque participative ou un workshop avec les enfants. Et depuis peu, comme j'ai une formation de professeur de yoga, j'ai intégré le yoga aux fresques participatives qu'on faisait. Je trouve que c'est plus complet que juste j'arrive, je fais une fresque. Du coup, c'est un moment en plusieurs temps où on apprend à se connaître, où il y a une espèce de confiance qui s'établit à travers différentes activités. Il y a vraiment chacun s'ouvre davantage. Donc, on commence par une petite séance de yoga. Ensuite, je leur fais une méditation, comme une invitation au voyage. Et ensuite, un workshop donc de dessin dans lequel ils vont dessiner un petit peu ce qu'ils ont pu voir lors de la méditation qu'on a faite ensemble. Et après, dans ce grand apaisement, on commence à faire ensemble une fresque participative. Voilà, donc il y a vraiment un peu différentes ambiances, différentes étapes, différents moments. Et ça me permet aussi de rester plus longtemps avec eux et de venir étoffer un peu ce que j'ai à leur proposer. Et alors, tu as aussi une marque de décoration d'intérieur, Gourou Ouais, del Sol. Alors ça, c'est nouveau? oui, oui, depuis peu, ça fait un moment que je travaille dessus. En fait, je souhaitais aussi m'émanciper des collaborations avec les marques, où en fait j'ai un brief, un cahier des charges, et même voilà, financièrement, c'est associé à comment dire, un contrat, je délivre une somme d'argent et après c'est une autre collab. En fait, là, pour moi, je me suis associée à Maison Thévenon, qui est un éditeur de papier peint prestigieux. Euh, Vraiment pour une relation sur le long terme, où je propose au fil de l'eau, spontanément et avec le cœur, lors de mes voyages, etc., de nouveaux modèles de papier peint. Voilà, et donc je vais venir étouffer cette gamme, et c'est vraiment ma propre DA, mon propre mindset, ce que j'ai à proposer sur le moment. En fait, un peu comme si j'ouvrais mes valises en revenant de voyage et que je sorte ce que j'ai à proposer à ce moment-là. Voilà, et sous ce format-là. Donc ça, c'est Gourou del Sol, donc c'est la marque de papier peint. Parce qu'on me demande souvent, en fait, les gens me demandent beaucoup des fresques chez des particuliers. Des fois, ils n'osent pas me contacter directement. Et l'avantage dans le papier peint, c'est que c'est accessible à tous et qu'il n'y a pas de contrainte de temps ou de budget. Donc, c'est plus simple. Voilà. Ouais. Alors, tu fais du papier peint et des tissus aussi. Papier peint et tissu, exactement. Ouais. Donc ça se décline en coussin, canapé. Voilà. Donc c'est super sympa. Et alors, tu fais des fresques, mais tu as aussi des tableaux hein, qu'on peut acheter sur ton site. Exactement, voilà. Je fais des fresques dans des lieux qui m'inspirent. Voilà, on m'en demande souvent, dans des hôtels, dans des restaurants, dans des bureaux, différents lieux. Et aussi, voilà, je travaille au fil de l'eau sur des œuvres, voilà, selon mes inspirations, des œuvres et des toiles. Et alors, quelle est la fresque qui t'a le plus marqué? C'est celle au Riyad Yasmine à Marrakech, parce que c'était pas du tout prévu. J'étais sur un chantier quand j'étais là-bas qui se passait très mal, bref, très mauvaise logistique. Le chantier avait pris énormément de retard. Bon, j'avais oublié de poser toutes les questions de base que je poserais aujourd'hui, mais c'était l'expérience aussi. C'est-à-dire, par exemple, demander un acompte, arriver sur un chantier qui est déjà très abouti, notamment pour avoir du calme, des conditions de travail favorables, pas de poussière, des choses voilà, qui ne viennent pas dégrader la fresque, ni ma concentration.
Et donc voilà, ça se passait vraiment pas bien. Et je suis allée prendre un thé au Riyad Yasmine un après-midi. Et le chantier lequel j'étais prenant fin dû à tous ces dysfonctionnements, j'ai rencontré Alice qui est la fondatrice du Riyad Yasmine, qui m'a proposé de venir faire une fresque au Riyad pour le mur derrière la piscine, et c'est ce qui s'est fait. Et en fait, donc les images de la fresque ont fait le tour du monde parce qu'ils sont extrêmement suivis sur Instagram. Voilà, donc ça m'a fait une énorme visibilité et on est devenus super copains. Ouais, incroyable. Donc, de la catastrophe au truc génial, quoi. Voilà, après le chaos des étoiles, c'est ça. Ouais. Et alors, tu en vis aujourd'hui de ton activité? Oui. Comment tu t'organises peut-être, finalement, comment se répartit ton activité? Est-ce que c'est plutôt les fresques que tu fais dans des hôtels, chez des particuliers, le branding pour des marques? Est-ce que tu peux nous dire peut-être un petit peu, comment se répartit ton activité au niveau, de ton chiffre d'affaires? Tout est à peu près, similaire? Ouais, en fait, disons que j'aime pas faire tout le temps la même chose parce que je m'ennuie. J'ai un gros besoin de liberté et d'indépendance, donc c'est à la fois les collaborations avec des marques, des créations de contenu aussi pour des marques suite à une collaboration, donc ce qui vient vraiment magnifier un peu la collaboration avec une création de contenu que je propose. Des toiles aussi, des créations personnelles, la marque de papier peint. Voilà, bientôt je vais proposer des céramiques aussi. Et aussi tout le côté, je propose aussi en événementiel du dessin intuitif. Donc ça, c'est vraiment comme un peu une photographie d'aura. Je ressens l'énergie de la personne et je vais lui faire un dessin en fonction de ça, en gros, rapidement. Et Oui, super intéressant. voilà, et c'est des choses que j'adore faire et ça rejoint un peu le côté yoga, connecté. Voilà, beaucoup de douceur et de lumière. Voilà. Et alors, j'imagine que tu as pas réussi à en vivre tout de suite. Comment tu as géré au début un peu l'incertitude, financière? Je donnais des cours de dessin, je faisais du babysitting, des missions d'hôtesse, un tas de trucs parce que je voulais surtout pas retourner salariée quelque part. Donc c'était un peu la débrouille. Ouais. Voilà, je démarchais beaucoup. Et après, c'est aussi une question de combien on dépense, quoi. Combien on a besoin pour vivre. Moi, j'avais réduit ce montant au minimum parce que je voulais vraiment me donner toutes les chances de pouvoir me concentrer sur mon art. Alors ça, c'est vrai que c'est un super conseil parce que, souvent je le dis aussi dans le podcast que c'est vrai parce que c'est vrai que beaucoup d'auditeurs ont peur de sauter le pas en se disant, «Bah, voilà, j'ai beaucoup de dépenses, je vais pas réussir» et en fait, quand on est heureux et aligné avec ce qu'on fait, on a beaucoup moins besoin de dépenser et en fait, il y a beaucoup de dépenses qui sont superflues parce que, voilà, c'est le fait de compenser justement le mal-être qu'on a au travail C'est ça. et donc voilà, faut aussi se dire que c'est possible parce que on peut réduire beaucoup, beaucoup de dépenses, en fait. On se crée beaucoup de besoins et après, il faut voir quelles sont nos priorités. Il y a toujours des concessions à faire, mais voilà. Et alors, tu as mis combien de temps à peu près à en vivre, enfin, pour les auditeurs peut-être qui voudraient se lancer, tu vois à peu près combien de temps faut se donner pour. Je dirais qu'il n'y a pas de règle en fait, vraiment. C'est juste une question où est-ce qu'on met son curseur de bonheur, est-ce qu'on est épanoui dans ce qu'on fait, est-ce qu'on est heureux. En fait, pour moi, c'est pas relatif à la somme d'argent qu'on gagne. J'ai eu des années où je gagnais moins, où j'étais beaucoup plus heureuse en fait. Parce que j'avais moins d'anxiété, moins de stress, j'étais plus libre. Donc ça n'a vraiment pas de, ça, pour moi, c'est pas du tout lié. C'est un chemin de vie en fait. Il y a des périodes ou de réussite, des périodes où on en a un peu moins, mais finalement, c'est tout le chemin qui fait que c'est chouette. Et quand on arrive à surmonter des moments, on a des moments où on flotte davantage, où tout se passe bien. Puis voilà. Non, moi je dirais que tout est cool finalement. C'est pas forcément sanctionné par de l'argent en fait. Voilà, pour moi ça veut rien dire. Et alors, c'est vrai que j'ai oublié de te poser la question quand on parlait des fresques, comment tu t'organises? Est-ce que tu as déjà l'idée de ta fresque avant d'y aller ou c'est une fois sur place que l'inspiration te vient? Je fais souvent des croquis, oui, oui, j'ai des croquis avec des intentions, une palette de couleurs que je propose, oui. Avant et après, est-ce que des fois quand tu es sur place, tu as l'énergie du lieu qui peut un peu, Oui, évidemment, bien sûr, mais de base, j'essaie de cadrer à travers une palette de couleurs et un croquis. Et après, quand je suis sur place, selon comment je ressens la personne, le lieu, bien sûr, ça évolue. Mais de base, j'ai déjà quand même ma petite idée et il y a toujours une part d'improvisation et de liberté totale quand j'arrive. et alors, c'est quoi le plus dur quand on est artiste? Pour moi, je dirais que c'est la page blanche et le commencement. J'ai tendance à toujours vous repousser le moment où je commence, que j'ai vraiment l'anxiété de la page blanche, mais ça, c'est un peu relatif à la confiance en soi aussi, à me dire mon Dieu, je vais pas y arriver.
j'ai peur, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais avoir l'inspiration? Du coup, je dirais que c'est surtout ça, c'est être bien soi-même pour pouvoir retransmettre ça dans ses créations. Et alors, comment tu fais justement pour arriver à te sentir de mieux en mieux, pour lutter contre ça? Bon, tu as le yoga, dont tu nous as parlé. Est-ce que tu as des petits tips? Je fais du yoga, de la méditation, des exercices de respiration, je récite des mantras, enfin un tas de trucs. Tu as toute C'est la palette. important le moment avant de se coucher, parce que c'est là qu'on mémorise des choses, donc c'est important de bien s'ancrer, de se répéter ou lire des jolies choses à ce moment-là, quoi. C'est ce que je fais. En s'endormant, ouais. Enfin, avant de Ouais, dormir, ouais. ouais, ouais. Comment a réagi ton entourage à ta reconversion? Bah, plutôt bien, plutôt bien. Non, non, au début, mal, parce qu'ils avaient plus peur que moi, donc c'était leur peur, pas les miennes. Et petit à petit, ils ont suivi le mouvement général, je dirais. Ça, je pense aussi, c'est un bon conseil parce que, faut pas se dire qu'en fait, par exemple, parce que sa famille réagit mal, c'est pour toujours, en fait, parce que ça peut être une période de transition, en fait, où après ils vont se rendre compte par eux-mêmes que ça fonctionne bien, que tu es heureuse et du coup, ils vont l'accepter. Donc ça c'est vrai que ça peut être difficile quand on se reconvertit, justement, les réactions des proches, mais c'est pas forcément définitif la façon dont ils, réagissent. Comment tu as fait toi, peut-être, pour, faire face un peu à leurs inquiétudes au début? Bah, disons que j'étais très bien entourée aussi, avec mes amis, donc je me suis vraiment concentrée sur les gens qui me faisaient du bien, qui m'encourageaient, et j'ai fait abstraction des critiques, des peurs des autres, en fait, parce que moi, ça me coupait les ailes et ça m'empêchait vraiment d'avancer. Et c'est vraiment quelque chose que je fais toujours aujourd'hui. En fait, je reste avec des gens qui sont positifs, qui m'aident à m'élever, et tous les gens qui pèsent lourd ou je m'en éloigne le plus possible. Oui, oui, alors ça, c'est vrai que je trouve que c'est aussi un beau conseil, le côté, pas hésiter à se faire son petit cercle, sa petite bulle, parce que c'est compliqué de se reconvertir, donc on a besoin de positif. Vraiment se débarrasser de tout ce qui nous appartient pas, et je pense que quand on a quelque chose à proposer, on est vraiment ancré et bien, en fait, après, le monde tourne différemment autour de nous aussi, en fait, parce qu'on donne pas forcément le choix, il y a pas forcément de faille ou d'ouverture possible à de la critique. En fait, moi, je pars du principe qu'on peut pas plaire à tout le monde, que je fais les choses du mieux possible aussi avec le cœur, en essayant vraiment toujours de donner du sens à ce que je fais. Si ça en a pour moi, c'est suffisant, en fait. Oui, alors ça, c'est vrai aussi que je trouve que quand on n'est pas sûr de soi, en fait, finalement, les personnes en face le ressentent et vont se permettre de critiquer, alors que quand on est assez, sûr de soi, les personnes en face, bah, elles vont rien oser dire parce qu'il y a pas de place justement à la critique. Donc c'est une façon aussi de se présenter au monde finalement. C'est ça, et puis encore une fois, je suis sûre qu'il y a des gens qui aiment pas forcément ce que je fais, mais en fait, c'est ok, c'est normal, mais ça m'est pas forcément destiné, c'est juste qu'on a tous des goûts différents et on a tous une place. Voilà, du coup, je pense que je suis à la mienne, et voilà, si chacun est à la sienne, finalement, on vit tous ensemble. Et alors, donc là, tu viens de lancer, donc l'année dernière, ta marque, Gourou Del Sol. Comment tu vois un peu la suite? Quels sont tes projets pour la suite? Pour la suite, bah, j'ai prévu pas mal de voyages là pour la fin d'année. Donc je dirais de ramener dans mes valises plein d'inspiration. J'aimerais faire davantage d'humanitaire et de projets engagés avec des enfants sur les derniers mois de l'année. Là, je repars en Côte d'Ivoire normalement en septembre pour un projet, donc dans le cadre d'une association, donc un truc un peu plus organisé, parce que d'habitude j'arrive vraiment avec mon baluchon, mes crayons, un peu comme j'ai fait à Zanzibar il y a 2 semaines, en impro total. Et voilà, disons que je pense qu'à quand on est plusieurs, on a plus de choses à apporter aussi. Donc vraiment m'inscrire dans un cadre plus institutionnel sur ce genre d'action, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler. Donc voilà, pour les mois qui viennent, donc, une collection de céramique, des nouveaux modèles de papier peint avec Maison Thévenon, et de canapés aussi avec Panac, avec qui je travaille. Et voilà. Alors, tu fais pas mal de choses, hein, déjà, et tu as déjà beaucoup de beaux projets, mais quel serait ton plus grand rêve professionnel? Je dirais ouvrir un orphelinat ou une ONG. Ouais. Ah ouais, donc tu as toujours ce fil Toujours. conducteur. Et créer, proposer des activités, aider les gens à se sentir mieux, à être la meilleure version d'eux-mêmes, à leur montrer des choses créativement pour qu'ils puissent créer eux-mêmes.
leur donner des petites bases de yoga pour qu'ils puissent se sentir mieux aussi dans leur vie, dans leur peau, physiquement. Ouais, pour moi, tout est un peu lié. Voilà, faire des enfants heureux qui deviennent des adultes heureux. Et alors, c'est super intéressant, je trouve, ce lien que tu as avec les orphelinats. D'où ça te vient? Est-ce que tu as des enfants peut-être qui ont été adoptés autour de toi ou tu vois, qui ont eu des traumatismes et tu vois, tu es sensible à cette cause? Est-ce que tu sais un peu expliquer d'où ça te vient? Non, je l'explique pas. Dans une autre vie, peut-être? Voilà, c'est ça. Et alors, tu voudrais, ouvrir, peut-être plusieurs orphelinats dans le monde? Par exemple, ou peut-être transmettre un peu ton art, tu vois, ta façon un peu d'utiliser l'art pour, aider les enfants? Est-ce que tu voudrais peut-être, tu vois, transmettre un peu cette façon de faire à d'autres orphelinats, dans le monde, sans forcément que tu sois présente ou tu vois ce que je veux dire? Un peu, côté plus élan, global? Ouais, 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 clairement, clairement. Après, moi, je suis un peu au feeling et en fonction des rencontres, donc voilà. Tu donnes une direction et tu verras ce que ça donne. Voilà, en fonction des gens que je rencontre. Là, j'ai rencontré une nana géniale qui vit en Inde lors de mon dernier voyage à Zanzibar et on s'est dit qu'on ferait un truc en Inde dans une association. Donc, bah voilà, c'est déjà super. Est-ce que tu penses que à terme, tu feras peut-être beaucoup plus d'humanitaire qu'aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? La partie un peu commerciale, elle va réduire pour, cette partie un peu plus, sensible? Enfin, en tout cas, c'est ce que tu aimerais? Bah moi, ce qui donne du sens à ma vie, c'est ça. Après, j'adore les collaborations aussi. Je collabore avec des marques que j'adore, que j'aime. Ça donne vie à des choses incroyables aussi qu'on fait à deux. Ouais, c'est deux univers qui se rencontrent, le mien et celui de la marque. Bon, j'aime bien aussi. Puis c'est aussi rester connecté dans le monde réel, le monde dans lequel on vit. Mais après, je pense que c'est un équilibre. J'aime bien les deux. Je rencontre des personnes géniales à travers toutes mes collaborations. C'est une autre dynamique aussi. Donc, ouais, j'adore les deux. Ouais, tu as trouvé ton équilibre en faisant les 2. Je change de mood, donc mon équilibre du jour sera plus le même dans 6 mois, mais voilà. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Ouais, ne prends pas les choses personnellement. Il y a pas de règles, il y a pas de normes. Soyez bizarre, quoi. C'est vrai que c'est assez difficile, je pense, d'être à la fois, sensible, voilà, comme tu peux l'être, que voilà, en plus tu es artiste et en même temps de, un peu se différencier en se disant: «Bah, voilà, je prends pas les choses personnellement». C'est assez dur, je pense, de c'est 2 côtés, en fait, cette ambivalence. Comment tu fais peut-être toi au quotidien pour arriver un peu à dissocier les 2? Je sais pas, je suis ailleurs en fait. Je suis concentrée sur d'autres choses, sur une palette de couleurs, sur le prochain voyage que je vais faire. Du coup, ça m'intéresse pas trop de me lancer dans des sujets débats. Ouais, en fait, naturellement, ça glisse, je dirais. C'est vrai qu'après quand tu es centré et puis, focus sur toi, ce qui t'anime, je pense que Ouais. finalement tout le reste ça te Bon, après, on peut pas tout avoir. Il y a aussi des choses qui se. Je dirais, c'est beaucoup la résilience et l'acceptation aussi. Ça se passe pas toujours comme je veux, mais c'est ok. En fait, je peux essayer de faire en sorte que, mais à un moment, bah, faut que j'accepte aussi. Il y a d'autres choses qui s'ouvrent à moi, qui sont pas forcément celles que j'attendais, mais c'est cool aussi. Oui, comme l'anecdote, de la fresque, voilà, que tu nous as racontée, c'est un bon exemple. Ouais. Je pense qu'il faut rester curieux, faut rester super curieux et ça se passe bien. Un grand merci Léona Rose, donc je mettrai, les liens pour les auditeurs qui voudraient, te suivre sur les réseaux sociaux. Merci, beaucoup pour, tout ce que tu as partagé. Merci à toi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un s @oserlareconversion.com.